Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est vendredi, on est ravis de vous retrouver, c'est le dernier jour de la semaine, je sais, ça, ne pleurez pas, c'est pas grave, on reviendra lundi et on va essayer de vous faire partager 2 heures de joie et de bonheur avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très mal. Non mais ça va très mal. Vos mercredis, vous m'avez demandé si j'allais bien, je dis ça bien, mais soit avec vous ça va toujours bien, donc ça va très mal. Enfin un peu d'originalité. Voilà, c'est ça. Mais ça va bien quand même. Hein. Là, d'accord. Là, vous êtes surprenant. Ça incroyable. va très mal. Tiens, je vais être d'une humeur de chien, là, vous allez voir. Oh, s'il vous plaît, soyez d'une humeur de chien. Ouf. Moi, j'étais sûre qu'il allait le faire. Voilà, je l'ai fait avant lui. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Nous sommes ensemble en fait, pendant 2 heures à la niche. Pendant 2 heures, vous pouvez nous appeler, bien entendu, 0826 300 300. Vous allez pouvoir commenter l'actu avec nous, donner votre point de vue. Et Aude vous attend derrière son combiné, parce que oui, on a encore des combinés à fil ici. Oui. Ça dérange quelqu'un, mais c'est comme ça. Voilà, c'est encore des combinés. Et 0826 300 300. Allez, au sommaire de cette émission, on y va direct. Est-ce que l'État est à l'État d'organiser l'islam de France? 1 an après sa création, le représentant du Forum de l'Islam de France ont été reçus jeudi à l'Elysée pour consolider justement le statut du premier interlocuteur de l'État, de quoi mettre fin au Conseil français du culte musulman, Philippe. Oui, Emmanuel Macron a salué, je cite, les solutions concrètes apportées par le FORIF pour le développement d'un islam des Lumières en France et précise que ce sont les musulmans qui proposent leurs actions et n'est plus l'État qui leur dit ce qu'il faut faire. Alors est-ce que pour vous, dans une république laïque depuis maintenant 1905, ça fait un certain temps, est-ce à l'État d'organiser un culte ? On vous attend au 0826 300 300, que vous soyez d'accord ou pas. Et puis, est-ce à l'État d'organiser l'islam de France? La question du jour, vous dites non à 62%. Et puis, le coup de projecteur à partir de 18h30, faut-il créer un délit d'homicide routier? En pleine affaire Palmade, la Fédération nationale des victimes de la route demande la création de cet homicide routier et exige que les peines de prison ferme soient appliquées. Oui, Cécile, selon les chiffres de 2020, en France métropolitaine, dans 2 accidents mortels sur 10, un conducteur est positif aux stupéfiants. Alors est-ce que pour vous, il faut créer un nouveau délit, de nouvelles peines pour l'homicide routier? Parce que c'est plus grave pour vous qu'un homicide involontaire. Vous pensez peut-être le contraire. Dans les 2 cas de figure, on vous attend au 0826 300 300 pour en débattre avec nos vraies voix. Et dans cette question, faut-il créer un délit d'homicide routier? Vous dites oui à 72%. Pensez que ce serait beaucoup plus. C'est facile. 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Et nos éditorialistes du jour aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous. En plein striptease. Voilà, j'arrête là. On commence à vous présenter, vous déshabiller, c'est... Non mais j'ai une chaleur subite. Avec nous... Je regardais ces filles. Bah oui, c'est ça. Ouh, dites donc. C'est les frissons du vendredi, là. Ouh, si quelqu'un peut amener un seau d'eau froide dans le studio du fond, s'il vous plaît. Ne vous déshabillez pas complètement, Philippe. René Chiche est avec nous, Magna de la presse. Ouais, on monte d'un cran. Alors, vous avez mis un adjectif, grand Magna. Grand Magna, pardon. C'est bien. C'est bien, ça lui va bien, oui. J'essaye de monter. Après, j'aurai plus rien. Il y a un petit progrès, hein. Ouais. J'allais dire Richard. René, après on ferme. Après on ferme, en tout cas. Et rédacteur en chef délégué du groupe entrepreneur La Fond Presse. J'ai dit quoi? Entrepreneur. Ben, prouvez-le. Impossible. Emmanuel Dupuis est avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Comment ça va, Emmanuel Dupuis? Ça va très bien. Je suis ravi de voir René, puisque depuis maintenant une semaine, il y a une nouvelle revue dans l'escarcelle du groupe La Fond Entreprendre, Géostratégie, sous l'égide de mon ami Thomas Benoît, et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'écrire un article aux côtés de Jean-Louis Gargorin, Pascal Boniface, Hubert Védrine et il fait très bien ma Vladimir Zelensky. Donc je me réjouis et j'incite les auditeurs à courir dans tous les kiosques de France pour aller acquérir le numéro. Ça va, on vous dérange pas? Bon, j'ai remis la chapelle au milieu, l'église au milieu du village. Avant d'accueillir notre invité, la musique du jour. C'est ça. Il fête ses 32 ans aujourd'hui. Ed Sheeran. Ça donne pas envie de faire des bisous, ça peut-être. Ah oui, c'est le requin. Oui, n'en remettez pas une louche avec Philippe Bilger. C'est le caténins de la chanson britannique. Au niveau capillaire. Ah oui. Non, mais attends, mais me cachez pas le délire, s'il vous plaît. Non, mais là, je suis en plein. Ah non, mais la couleur.
Je suis en plein slow avec moi-même, laissez-moi tranquille. C'est bien de danser un Vous slow savez avec quoi, soi-même. c'est quoi? Je crois que je vais m'épouser. Là, c'est officiel. Olivier est avec nous, qui nous appelle de Beaucaire. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va Olivier? Ah ben ça va très bien, il fait très beau, il fait 14 degrés, le ciel est bleu, il y a le soleil. Voilà. Et je vous plains, petit Parisien. Bon, nous on n'est pas parisiens, on s'en fout. Vous nous appelez du Gard. Vous faites quoi dans la vie, Olivier? Mais je suis retraité du bâtiment. Ah bon? J'étais chef d'entreprise, je faisais des ponts, plein de ponts. Des ponts? Des petits Un ponts, des métier grands ingrat. ponts? Oui. Des gros, j'ai pas travaillé sur celui de Millau, mais j'ai travaillé sur les 5 ponts qu'il y avait avant. Ah oui. Ah, pas mal. J'en ai fait beaucoup dans toute la France. Alors moi, je fais un métier très ingrat et je fais le ferraillage des ponts. Ah oui. Donc c'est très beau et après c'est coulé dans le béton, on voit plus ce que j'ai fait. Oh, mais donc. Mais Ça va être dur de- j'adore les ponts, moi je Ah, trouve moi ça aussi. magnifique. Ça va être dur de croiser le fer face à vous. Oh, il m'agace. Ne riez pas, Olivier, je vous en supplie, ne riez pas. Non, voilà. Bon, c'était une vanne en béton. Hein. Olivier, oui, ça va. Olivier, vous allez pouvoir Vous avez commenter. l'esprit en laiton. Tadadada, dis donc, ça va être bien cette émission. En forme de quoi, je sais pas, mais ils sont en forme. Olivier, vous allez pouvoir jouer contre nos amis Philippe Bilger, René Chiche ou Emmanuel Dupuis. Vous aurez à peu près une demi-heure pour tilter qui ils sont vraiment, de savoir contre qui vous avez envie de jouer, parce que le quiz de l'actu aujourd'hui, il est très très bon. Il est très très bon. Autant celui d'hier, il était très bon, mais alors celui-ci est très très bon. Et il est plein de kikadi. Et il est plein de super. kikadi. Est-ce que- Olivier, vous avez révisé? Non, pas du tout. Eh ben révisez. Alors c'est quoi? Mettez-vous sur internet. Je n'ai jamais révisé, même à l'école. Ouais, d'accord. Il faut commencer à un moment J'ai donné. toujours réussi. On va. Ouais, alors, donc c'est bon, on peut prendre vos ponts alors. Olivier, à Beaucaire, il y a internet. Ah oui. Quand même. Oh, ça va, on plaisante. On plaisante. Donc, vous regardez un petit peu, vous faites le tour et vous allez voir, vous allez tomber sur des merveilles et ce sera peut-être le quiz du jour. D'accord? Vous restez avec nous en tout cas jusqu'à la fin de l'émission. Merci Olivier d'être avec nous. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, avec votre panache, vous voulez requérir contre les ministres qui ne veulent pas rendre de compte. Je ne suis pas un deuxième Cyrano, hein, je vous le précise. Il n'y en a qu'un et il était magnifique. Oui. Il y avait du pif. J'ai hésité un petit peu parce que à nouveau parler d'Olivier Dussopt, pas son mot, hein. c'est faire davantage que tirer sur une ambulance. Il me fait pitié depuis quelques jours. Il est soumis à des attaques, à des ciblages, à des dénonciations. Il prend un air, j'allais dire, une comparaison sympathique, mais qui n'est pas méprisante de ma part, une sorte d'épagnole triste. Et vraiment, j'ai de la peine. Mais tout de même, il y met du sien. Parce que hier, Jérôme Guedj l'a interpellé, l'a questionné, des députés socialistes ont suivi le mouvement, LFI bien sûr, et il était tellement perdu, Olivier Dussopt, qu'à un moment donné, complètement acculé, il a dit « Un ministre n'a pas à rendre de compte » alors que les questions étaient précises et il aurait dû rendre des comptes. Et je trouve que de la part d'un ministre, même au bout de journées et de nuits d'épuisement, c'est une extrême maladresse qui vient jeter encore une pincée d'absurdité sur des débats parlementaires où le gouvernement est de plus en plus mal. C'est pourtant quelqu'un de très précis, hein, généralement, Olivier Dussopt. Hein. Oui. Bon, on peut peut-être mettre ça sur le compte, effectivement, de la l'épuisement. fatigue, du stress, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe. Un ministre n'a pas à dire ça devant la représentation nationale. Je n'ai pas de compte à rendre. Surtout que le principe, c'est que le gouvernement rend des comptes auprès du Parlement. Absolument. C'est vrai que ça m'a choqué aussi. Voilà. Il était crevé. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il perd un peu pied maintenant, même Il a pris cher quand moralement, même, un peu. physiquement. Il a pris cher quand même, un petit peu. Donc, je suis d'accord. Mais il sait plus Mais répondre aux questions. Normalement, un ministre de ce niveau doit quand même savoir se maîtriser. Oui. Et je crois que c'est le seul ministre qui ait dit ça. Hein. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Il y a pas beaucoup de mais ministres c'est qui ont le dit ça. seul qui parle. Hein. Avant, il y avait Gabriel Attal, mais Dussopt a voulu reprendre Oui, non, mais la main. je reviens même dans la récente histoire politique, au-delà de ce gouvernement. J'ai jamais vu, j'ai pas le souvenir d'un ministre disant
par des parlementaires, je n'ai pas de compte à vous rendre. C'est quand même un peu grave. Emmanuel Dupuis. Oui, moi je suis tout aussi choqué. Premièrement, un ministre, eh bien, c'est l'ancien conseiller ministériel qui parle, redevable devant le Parlement. C'est quand même le principe de la non subordination d'un pouvoir vis-à-vis de l'autre, ou de l'indépendance des trois pouvoirs, exécutif, législatif et le judiciaire. Alors, on va pas tirer sur l'ambulance qui est Olivier Dussopt. Maintenant, Olivier Dussopt n'est pas le seul, hein, parce que parfois, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est parfois un peu péremptoire dans sa manière d'administrer la vérité gouvernementale, en fermant le banc. Pas de débat possible. Maintenant, on part au vote pour essayer de passer à une autre scène politique, une autre scénarisation politique, un autre tempo politique. J'ai en souvenir, mais maintenant que son nom m'échappe, notre ancien ministre de la Culture qui est passé sur une chaîne d'information continue et qui a bafouillé pour expliquer une réforme qui est supposée être structurante. Franck Riester, qui n'a pas su expliquer le mensonge éhonté de ces 1200 euros qui, de toute façon, ne toucheront pas. Je crois que personne ne peut l'expliquer. C'est un naufrage. Et il s'est énervé parce que la journaliste lui posait des questions véridiques. Donc, je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, se focaliser que sur le cas d'Olivier Dussopt, qui, je crois, est éreinté, fatigué, mais pointer sur la méthode de ce gouvernement qui insiste sur une réforme dont même certains députés de la majorité ne voteront pas. Donc on parle même d'un... Je termine en disant, quel scandale de parler d'un fiasco parlementaire. Le Parlement va être contre une réforme avec une dévoie de son propre gouvernement. C'est la réussite pleine et entière de ce que doit être le Parlement. Encore un effort et Riester nous dira que la réforme n'est pas bonne. C'est possible. Ça doit pas être facile quand même. Juste un mot, Dussopt a en plus dit qu'il regrettait l'ancienne réforme. Ah ben ça, il n'est pas le seul. Qu'il aurait préféré défendre l'ancienne réforme. Là, je crois que la dissension gagne les rangs de la majorité. Le mot, dans tous les sens du terme, c'est fiasco. Dans les évaluations. Il y en a de cacophonie aussi. Oui, cacophonie, c'est pas mal. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu, ce qui est important. Et puis l'un de nos grands débats du jour, on va revenir sur est-ce à l'État d'organiser l'islam en France? C'est notre question, puisque un an après sa création, le Forum de l'Islam de France ont été reçus hier, en tout cas les représentants à l'Élysée, pour consolider justement ce statut de premier interlocuteur de l'État. Qu'en pensez-vous? Vous nous dites non à 63%. Ceux qui nous disent non nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vrais Bords, on est ensemble jusqu'à 19h. Enfin, si on y arrive, si on n'est pas remplacé jusque-là, ça va, Philippe David? Arrêtez de rire bêtement, c'est chiant. Mais ça ne va toujours pas. Ça va très mal. Ça va très mal. Mes feux sur Louis de Funès. Allez, avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va, Philippe? En pleine forme. Surtout que je vois cette belle chemise de Philippe David. C'est joli, hein, vendredi. Vous trouvez ça joli, vous? Moi, je l'aime bien. D'accord, ok. C'est ma filleule qui me l'a offert pour Noël. Faut qu'elle arrête. Claire ne répond pas à ses propos. Plaisante. On embrasse. Moi, je défends Claire. On l'embrasse avec René Chiche qui est avec nous, notre grand patron de presse. Moi, j'aime bien votre chemisier, Cécile. Oui. Vous voulez que je vous le donne? C'est pas une incitation pour que vous l'enleviez. Je trouve que le chemisier, il est joli, je crois. C'est pas votre taille. Emmanuel Dupuis est avec nous. Ça va, Emmanuel? Toujours très heureux d'être là, surtout le vendredi. C'est bien, tant mieux. Allez, tout de suite, vos appels 0826 300 300. Je suis pas sûre d'avoir dit le bon numéro, mais c'est pas grave. Tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix, trois mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir. Délai, flashball et menstruation. Le délai limité du Parlement pour voter la réforme des retraites. L'Assemblée nationale devra tirer le rideau ce soir minuit sans avoir pu voter sur la mesure d'âge, direction le Sénat. L'État condamné à verser plus de 100 000 euros à un manifestant éborgné par un tir de flashball de la police à Montreuil. C'était en 2009, 10 ans avant les Gilets jaunes. Et puis après l'Espagne qui adopte un congé menstruel pour les règles douloureuses, les écologistes lancent une concertation. Ils espèrent en faire autant en France. Les vraies voix Sud Radio. Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça me fait pas rire. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois.
Des incidents de séance, des suspensions, des rappels au règlement. Ambiance hyper tendue dans l'hémicycle ces dernières heures à cause de ce délai. Ce soir, minuit, l'Assemblée nationale devra passer le relais au Sénat pour la réforme des retraites. Son temps est écoulé bien avant d'avoir pu voter sur l'article 7, celui qui repousse l'âge légal à 64 ans. Pourquoi des délais si contraints ? Eh bien parce que le gouvernement a choisi de faire passer cette réforme sous la forme d'une loi rectificative du budget de la sécurité sociale. Or, l'article 47.1 de la Constitution permet d'accélérer les choses pour ces projets de loi de finances sociales. Mais le gouvernement était-il obligé d'appliquer ces délais raccourcis à la réforme des retraites ? Pas du tout, estime Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle. L'alinéa 3 de l'article 47.1 dit que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Ça veut dire que c'est une possibilité qui est donnée au gouvernement, puisque l'esprit de cet article 47.1, c'est l'urgence en fin d'année de pouvoir financer la sécurité sociale. Là, il n'y a pas d'urgence, donc les délais qui figurent dans l'article 47 ne s'imposent pas. Il me semble que c'est simplement une faculté qui est donnée au gouvernement dans le cas où il ne pourrait pas financer la sécurité sociale en temps voulu, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année qui vient. Là, nous ne sommes pas du tout dans cette situation, donc je pense que le gouvernement peut décider que les délais ne s'imposent pas. Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel à l'université Sorbonne Nouvelle, elle publie l'ouvrage La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel aux éditions Amsterdam. Laureline Fontaine qui, pour autant, juge peu probable justement que le Conseil constitutionnel retoque cette réforme des retraites à cause de ce choix de procédure du gouvernement. Réaction, les vraies voix. Je vais rendre hommage à Cécile, puisque l'autre jour, elle avait été la seule à dire qu'on pouvait prolonger les débats. Tout le monde me disait non. Nous avons eu un signe de connivence. Absolument, avec Philippe Bilger, nous étions d'accord sur ce sujet. Nous avions compris plus rapidement que vous qu'en réalité, c'était une approbation. Vous voyez, je rends hommage à César. Ceci étant dit, c'est passionnant de voir à quel point il y a un vrai suspense parlementaire, même si aujourd'hui, en réalité, le suspense est éventé, parce qu'on imagine mal, avec le nombre d'amendements qui restent, que l'article 7 puisse être abordé avant minuit. Oui, il reste 5h40 et 38 minutes. Et il y en a une. Sur l'article 7, il y a la bagatelle, je crois, j'arrive plus à moins 6 000, 7 000 amendements. Ouais, ils en ont enlevé quelques-uns, mais donc vu le nombre d'amendements qui restent, ça paraît compliqué. Ouais. Donc voilà. Alors moi, je veux positiver. Je vais faire un petit peu d'exégèse de la parole de Gérard Larcher. Ça prouve que le Parlement est utile. Ouais. Voilà. À un moment ou à un autre, ça prouve que le Sénat, qui va avoir la deuxième lecture de ce texte, puis l'Assemblée de nouveau, pourra malgré tout montrer qu'il y a une méthode du gouvernement qui n'est pas la bonne. Parce qu'on ne peut pas d'un côté appeler à ce qu'il y ait un vote et donc une concertation, et tout faire pour réduire le temps, juridiquement parlant, ou constitutionnellement parlant, au cours duquel le débat se fait. Non, mais de toute façon, même s'ils rajoutent du temps, comme le dit la Constitution, ils peuvent passer au 49.3 après. Donc ils le feront de toute façon. Autre sujet, Philippe. Autre sujet, l'État condamné à verser plus de 100 000 euros à un manifestant éborgné en 2009. Oui, 10 ans avant les Gilets jaunes, à l'époque, d'ailleurs, on parlait plutôt de flashball que de LBD. Les faits s'étaient déroulés à Montreuil, dans une ancienne clinique désaffectée, des lieux squattés par des militants. L'un des hommes qui filmait les faits avait perdu son œil. La police aurait fait usage de flashball, des tirs sans sommation, dit-on, avec plusieurs blessés, dont Joachim Gatti, qui aurait perdu son œil suite à ses blessures. Une enquête de la police des polices a été ouverte, mais ce soir, on compte bien dénoncer ces violences faites par la police. Résumé à l'époque de la chaîne iTélé sur place à Montreuil, et qu'on retrouve dans une des vidéos faites à l'époque par ces militants qui gravitaient autour de la victime de ce tir de flashball. Quelques jours après son éborgnement, ces militants avaient fait lire, par exemple lors d'un rassemblement, une lettre du caméraman militant blessé. C'est bien nos gueules qu'il visait, c'est bien nos gueules qu'il voulait casser. Et moi, j'ai perdu mon œil. Mais il m'en reste un. Et avec lui, une haine sourde et méchante. Et avec lui, une détermination à continuer. Affaire devenue emblématique de ceux qui combattaient les violences policières, disait-il. Au pénal, le policier reconnu coupable du tir avait été condamné en 2018 à 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d'interdiction de port d'armes. Auprès de la justice administrative, la victime, un ancien caméraman reconverti dans le social, demandait cette somme de 508 000 euros. Il expliquait notamment ne plus pouvoir exercer son métier de caméraman et de monteur à cause de cet accident. Pour autant, le tribunal administratif de Montreuil a quand même abaissé cette
cette somme à 105 350 €. Le juge administratif retient notamment que l'homme avait fait preuve d'imprudence en participant à ce rassemblement dans lequel se manifestait une certaine agressivité envers les forces de l'ordre. On a bien entendu monteur et non pas menteur. Monteur, Voilà, caméraman et monteur. Voilà, et depuis, c'est reconverti. Merci beaucoup. On termine avec ce congé menstruel adopté en Espagne. Les écologistes espèrent pouvoir en faire autant en France. Oui, le député écologiste Sébastien Pétavy annonce le lancement d'une concertation avec les organisations féministes et syndicales sur ce congé menstruel. Objectif, permettre donc un congé pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Nous devons passer la vitesse supérieure, prendre exemple sur nos voisins, lancer le débat en France, dit-il. Le député de la Dordogne précise avoir décidé, donc en concertation avec son équipe, par exemple, de mettre lui-même en place un congé menstruel en interne dès le 1er mars. En décembre dernier, d'ailleurs, c'était le PS qui avait annoncé avoir mis en place un jour de congé menstruel pour les salariés de son siège à Ivry-sur-Seine. Cela existe au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie, à Taïwan, en Zambie, désormais en Espagne, mais ça reste quand même minoritaire dans le monde. En France, quelques entreprises le proposent, comme par exemple le fabricant de mobilier Louis Design. Oui, et puis ça crée déjà des remous puisque certaines femmes disent qu'elles seront forcément discriminées dans les entreprises. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Est-ce que c'est une avancée ou pas une avancée ? Cécile, j'ai scrupule à me mêler de problèmes qui relèvent des femmes et de leur choix. En même temps, je ne trouve pas pour une fois absurde cette chose si elle est mise en œuvre. Oui. Moi j'avoue que j'y suis plutôt favorable. Parce qu'on sait que parfois les femmes souffrent quand même pas mal de ce genre de problèmes. Donc moi je trouve ça c'est plutôt positif, ça va dans le bon sens. J'y serais favorable. Moi. Après les médecins, faut que les médecins le prescrivent. Donc c'est compliqué, hein. C'est pas si simple. Emmanuel Dupuis. Oui. Mais si une femme souffre vraiment, le médecin va lui prescrire. Et je trouve que c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir un congé pour ça. À condition que ce ne soit pas généralisé, parce qu'effectivement ça pourrait être discriminant. Hein, on se souvient de toute façon que les femmes touchent moins à raison de comparaison avec le salaire d'un homme et que accessoirement elles ont une carrière plus courte. C'est d'ailleurs un des sujets dont il n'a pas été question suffisamment dans la réforme des retraites. Mais effectivement, si c'est une prescription médicale, là, à cela, c'est une avancée. Ça reste une avancée. Évidemment, mais si c'est généralisé, là pour le coup, ça pourrait faire l'objet de beaucoup de débats. Ouais, effectivement. En tout cas, vous restez avec nous sur ce sujet. Le grand débat du jour est à l'État d'organiser l'islam de France. Pour l'instant, vous nous dites non à 60% depuis sa création. Vous savez, on a mis fin au Conseil français du culte musulman. Aujourd'hui, c'est le Forum de l'islam de France, reçu à l'Élysée jeudi dernier pour consolider justement ce statut de premier interlocuteur de l'État. Vous nous appelez 0826 300 300 et si vous avez des questions à poser, vous voulez débattre, on vous accueille avec joie et bonne humeur. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Vraies Voix du vendredi. On a envie de plaisanter, on le fait avec joie et bonne humeur. Alors, en revanche, on a des sujets qui sont des sujets importants dont il faut parler, bien entendu. Vos appels 0826 300 300. Et pour commenter cette actu, Philippe Bilger est avec nous, Emmanuel Dupuis est avec nous, René Chiche est avec nous. Et avec Philippe David, on vous attend jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un nouvel organisme à l'Élysée, le FORIF. C'est le Forum de l'Islam de France. Il doit permettre de structurer les relations entre les pouvoirs publics d'un côté et le culte musulman de l'autre. Formation, de reconnaissance et de construction d'un statut, d'homologation, oserais-je dire, des imams. Censé remplacer le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Il compte une 60aine de membres, des associatifs, des cadres religieux, des représentants de la société civile. Le FORIF, ce n'est qu'un forum, ce n'est même pas une association, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cadre et surtout il n'y a pas de président. Nous devons homologuer des formations universitaires, construire un système de gouvernance qui fait que des gens dont c'est la compétence sur le terrain pourront dire cette personne est imam, n'est pas imam, cette personne peut prédiquer, ne peut pas prédiquer. Est-ce à l'État d'organiser l'islam de France? Pour l'instant, vous dites non à 59%, ça baisse. C'est la première année de sa création, de ce Forum de l'islam de France, reçu, en tout cas les représentants reçus à l'Élysée pour consolider ce premier interlocuteur avec l'État, Philippe. Oui, Cécile, Emmanuel Macron a salué, je cite, les solutions concrètes apportées par le FORIF pour le développement d'un islam des Lumières en France et a précisé, je cite encore, que ce sont les musulmans qui proposent leurs actions et non plus
plus l'État qui leur dit ce qu'ils ont à faire. Alors pour vous, est-ce que c'est à l'État d'organiser une religion en France? Je rappelle que les églises sont séparées de l'État depuis décembre 1905. Vous êtes pour? Vous êtes contre? C'est une entrave à la laïcité. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité, pour nous éclairer, Malik Bezou est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, et Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. D'abord, forcément, tour de l'actu avec en tout cas nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors, avec prudence, ma chère Cécile et Philippe, j'avais cru comprendre que le gouvernement, enfin le pouvoir, souhaitait un certain nombre de garanties et d'obligations pour l'islam de France afin d'être persuadé qu'il correspondait bien à la règle républicaine. Et au fond, à partir du moment, si on était persuadé que l'islam de France était accordé sur les règles à mettre en œuvre, et si on était assuré de leur respect grâce à son intervention collective, il me semble qu'on pourrait répondre non à la question posée par Sud Radio. Il n'y a aucune raison, me semble-t-il, que l'État s'occupe de cela. René Chiche. Pour répondre tout de suite à la question, moi, la réponse est non. L'État peut éventuellement aider, encadrer, mais de là à organiser avec, en plus, sous-jacent, peut-être, voire même contrôler dans cette thématique d'organiser l'islam de France. Moi, je suis tout à fait opposé. Je trouve que, comme toutes les religions, l'islam peut tout à fait s'organiser elle-même. Par contre, malheureusement, et c'est pas ce que je pense, mais c'est lié un petit peu à toutes les affaires de terrorisme, etc. Je pense que l'État veut un petit peu peut-être contrôler ce qu'on appelle en termes de spécialistes l'islam consulaire, c'est-à-dire l'influence de certains pays étrangers sur l'islam en France. C'est peut-être ça en fait. Mais aider, encadrer, oui, mais pas organiser pour moi. Emmanuel Dupuis, rapidement. Bon, c'est une vieille affaire. Hein. Enfin, on pourrait remonter jusqu'au divan napoléonien, on pourrait remonter au Concordat. Enfin bon, si on reprend juste les rapports. 1990, premier rapport avec Pierre Joxe, qui était ministre de l'Intérieur. Non, Pierre Joxe. Pierre Joxe avait lancé la première étude pour savoir si oui ou non l'État devait régenter l'islam de France. Alors, moi, je dis non, bien sûr. Par contre, la lutte contre l'islam consulaire et les influences étrangères, je vous rappelle qu'en France, il y a à peu près 2500 mosquées. Enfin, lors du dernier rapport de mon ami sénateur Hervé Moret, en 2017, c'était le cas, avec des ingérences extérieures, notamment de la part de la Turquie. Donc oui, il faut réglementer cela par rapport aux messages qui sont passés. Par contre, c'est aux musulmans de France de choisir l'islam du juste milieu ou l'islam des Lumières que vous évoquiez. Malik Bezou, déjà pour qu'on comprenne bien la différence entre le Forum de l'islam de France et finalement le Conseil français du culte musulman. La différence entre les deux, c'est quoi? En réalité, il y en a un qui est en train de mourir et qui est moribond, c'est le CFCM. Ça a été acté par le ministre de l'Intérieur il y a peu, où il avait, pour ainsi dire, tourné la page du CFCM. Il ne faut pas laisser un vide. Il faut remplacer le CFCM par autre chose. Donc, d'où le Forif. L'idée qui... alors, pour répondre à la question qu'on s'est posée effectivement au début de l'émission, je serais aussi de cet avis. L'État, a priori, n'a pas à organiser une religion, un culte. Ça paraît assez évident. Mais il y a toujours eu des structures représentatives, enfin, entre guillemets, parce que tout est là, finalement, dans le problème de la représentativité de l'islam de France. Aujourd'hui, le CFCM n'existe plus, pour ainsi dire. Et donc le Forif a vocation à le remplacer. Alors il y a une Mais sur des rôles différents, sur quoi? En fait, a priori, lorsqu'on lit les écrits, en tout cas les volontés qui apparaissent, c'est que ce Forif va s'appuyer sur des acteurs locaux pour gagner peut-être en représentativité. La grande difficulté, c'est que toute tentative par le haut, autrement dit par l'État, sera toujours quand même plus ou moins mal perçu par la base des fidèles, surtout qu'en plus en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, en Europe et dans le monde entier, l'islam est traversé par des courants fondamentalistes qu'on peut pas minorer, c'est une réalité. Et ces courants fondamentalistes ont
pignon sur rue et gagne du terrain. Donc, face à une tentative d'organiser l'islam par le haut, au fond, j'allais dire, c'est du pain béni pour les fondamentalistes, pour les extrémistes, en disant voilà, ils veulent vous nous récupérer, etc. Il faut pas céder, on va s'organiser nous-mêmes. Donc, il y a des luttes d'influence. C'est pas tant l'islam consulaire aujourd'hui, moi, qui m'inquiète, parce que l'islam consulaire, à la limite, ça aussi, ça va peu à peu appartenir au passé. Non, ce qui est aujourd'hui le vrai enjeu, c'est l'avancée du fondamentalisme islamique. Il est là. Le problème est là. Et le Forif, je ne sais pas s'il aura la capacité de régler ça. Parce que l'enjeu est là. C'est ça. Philippe Bilger. Est-ce que ce que vous venez de très bien décrire, la lutte entre des courants qui sont apparemment réunis dans le forisme, mais qui ont des tonalités et peut-être des philosophies, voire des pratiques très contradictoires, est-ce que c'est le rapport à la République qui est fondamental? Est-ce que certains considèrent que la foi est supérieure à la République et d'autres l'inverse? Ce serait ça le ressort, l'antagonisme principal? J'allais dire, alors la question elle est importante parce qu'on s'est posé, il y a un sondage à l'époque où il apparaissait que 30% des jeunes de confession musulmane placeraient la charia au-dessus des lois de la République. Alors le sondage... C'était plus, je crois. Oui. Je crois que c'était 60. Non, 30%. Ou 30 Ouais. J'ai un doute. Il y a eu plusieurs sondages. De mémoire, j'avancerai ce chiffre, mais à vérifier en effet. Cela dit, c'est vrai que très souvent, ces jeunes, très peu cultivés dans les questions de théologie, confondent charia et foi. Et c'est vrai que la foi, j'allais dire, transcende tout, y compris, j'allais dire, la République. C'est quelque chose qui... vous interrogez des catholiques sur la question de l'avortement, des catholiques, comment dirais-je, qui rejettent l'avortement, ils vont effectivement appliquer la loi en n'empêchant pas les individus, en tout cas les femmes, d'avorter, mais ils n'en penseront pas moins en considérant que l'avortement est une infamie, etc. Donc la question est complexe. Ce qui est important surtout, c'est de limiter, en tout cas de combattre, et il est là le cœur du problème, le fondamentalisme qui vraiment se déploie partout en Europe, en France. Elle est là la question. Emmanuel Dupuis veut vous poser, vous interpeller. Oui, alors je vous pose une question et évidemment rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la représentativité. C'est quoi, je crois, le fond du problème? Parce que jusqu'à présent, on avait une représentativité par rapport au mètre carré. Et donc en fait, c'était les plus grandes mosquées qui avaient le plus de représentants de l'islam de France. Alors le problème de l'islam consulaire est là, pour le coup, particulièrement impacté. Car les plus grosses mosquées sont celles qui sont financées par les États qui peuvent se le permettre. La mosquée de Mulhouse, qui est une des plus grandes mosquées d'Europe. La mosquée de Paris, qui est une des mosquées les plus historiques d'Europe, mais dont on sait la filiation ou la proximité avec l'État algérien. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Mulhouse, c'est avec la Turquie, c'est ça? Turquie. Oui, avec Mili Geluch. Oui, mais payé aussi par le Qatar, accessoirement. Okay. Il y a une logique à ce que les deux soient associés. Mais je crois que c'est important de changer un peu la représentativité à l'intérieur du système, du Forif ou du Conseil donc du Conseil supérieur, le Conseil français du culte musulman. Alors, encore une fois, on ne va pas revenir sur la responsabilité de l'État. Il y a quand même une particularité, c'est que l'islam sunnite n'a pas de clergé, donc il n'y a pas de représentation. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut que la représentation s'impose par elle-même. Jusqu'à présent, on a tenu compte de cette représentativité par mètre carré, donc les associations les plus structurées avaient plus de représentants, ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus représentatifs. Et je crois qu'il faut trouver le viatique qui permet que chaque communauté, chaque forme d'islam, il y en a plusieurs en France, vous l'avez mentionné, puisse être représentative aux yeux d'une autre particularité, c'est que s'il y a bien 6 millions de Français qui sont de tradition musulmane, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous croyants. Ouais, tout à fait. Ou qu'ils sont tous pratiquants. Tout à fait. Oui, effectivement, ça c'est important de le dire et de le rappeler. L'islam de France, en tout cas, ce qu'on appelle la communauté musulmane de France, je préfère parler de composante musulmane de la nation, expression qu'on doit à Raleigh Bencher, qui est pas mon expression, mais que je trouve tout à fait adaptée. Je la préfère au terme communauté. Cela dit, oui, cette composante
composante musulmane est beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est traversée aussi par des courants agnostiques, des courants réformistes, par l'athéisme. Il ne faut pas tomber dans ce travers consistant à penser que l'islam de France est un bloc homogène, acquis aux thèses intégristes. On est loin de ça. Mais c'est une réalité qu'il ne faut en aucun cas minorer. Les attentats, Samuel Paty, enfin tous ces drames et ces tragédies sont là pour nous le rappeler. Maintenant, pour l'islam consulaire, en tout cas, du coup j'ai perdu le fil de mon propos, mais oui, il y a une hétérogénéité évidente de l'islam de France qu'il convient de mettre en avant. Et puis il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que l'islam de France, c'est quelque chose de nouveau. C'est jeune, et il faudra du temps. Il faut aussi laisser le temps au temps. La France a été construite par le christianisme, c'est une évidence. Le judaïsme existe depuis très 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 longtemps en France. L'islam est très récent finalement, donc il faudra du temps. Lorsqu'on tient aussi compte de la complexité des rapports entre la France et l'histoire du Maghreb, l'histoire coloniale, plus ou moins refoulée, etc. Enfin, tout ceci effectivement est compliqué, mais moi je suis optimiste. Le temps va arranger les choses. Et c'est une question donc de temps. René, j'aurais juste deux petites questions à vous poser. Est-ce qu'on peut envisager dans un court ou moyen terme un grand imam de France, comme il y a un grand rabbin? Et deuxième chose, est-ce que si les imams étaient payés comme les rabbins, les pasteurs ou les catholiques, si je ne me trompe pas, par l'État, ils sont payés par l'État. Ils ne sont pas payés, non, uniquement en Alsace-Moselle, dans les lieux de concordat. Alors, est-ce qu'on peut envisager, que les imams soient payés par l'État, par exemple en France? Alors, il faudrait que ça soit vrai pour tous les représentants religieux, mais la loi de séparation, à part l'Alsace-Moselle qui était sous le statut du concordat, qui était allemand quand la loi de décembre 1905 a été votée, qui le permet. Mais sinon, la loi de 1905 de séparation et l'idée d'un grand imam de France, ça peut être une idée à titre personnel que je considère comme intéressante. Le fait qu'une personnalité qui a les outils intellectuels, qui a une très bonne connaissance de l'histoire de France, de la culture de France, puisse effectivement servir de référence théologique, sachant qu'effectivement dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Malik Bezou, avant d'aller au 0826 300 300, je vous posais une question courte. 90% des musulmans de France, à part la communauté turque, vient du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Je pense qu'on est tous d'accord. Comment se fait-il que des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, alors la Turquie c'est différent, on parlait de Mili Gelouch tout à l'heure, subventionne les mosquées en France alors qu'il n'y a pas de musulmans d'origine saoudienne ou qatari en France, ou alors en quantité infinitésimale. C'est ce que disait, comment dirais-je, un ancien diplomate français qui a écrit des livres sur le sujet. Il parlait de diplomatie wahhabite. L'Arabie Saoudite a vend du pétrole. Ils sont riches en pétrole, en effet. Mais ils ont été aussi le premier producteur mondial du fondamentalisme islamique, c'est-à-dire le wahhabisme, et qui a contaminé la planète entière. Donc l'objectif de ces pays-là, y compris le Qatar, c'est d'avoir une influence via les mosquées, contrôle des fidèles, pour que ces fidèles soient, comment dirais-je, acquis à leur comment dirais-je, ne soient pas anti-Arabie Saoudite, enfin, c'est un levier d'influence sur les masses musulmanes, même s'ils ne sont pas originaires du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Oui. Avant de prendre Olivier, notre auditeur, vous dites tout à l'heure que finalement, plus on va s'occuper de l'islam, plus les musulmans feront d'une manière ou d'une autre de l'ingérence pour finalement qu'on ne les tienne pas, en fait. C'est ça le problème. Donc à quel moment on est dans une société laïque, à quel moment on s'occupe d'une religion? C'est ça que je comprends pas en fait. Vous citez parfaitement le paradoxe français, qui est d'essayer d'organiser une religion, alors qu'en principe ce n'est pas, comment dirais-je, une prérogative de l'État. Donc c'est déjà problématique en termes, j'allais dire, philosophiques. Et puis deuxièmement, ça peut être perçu, et c'est perçu par la base, par une partie importante de la base, comme une ingérence, comme du paternalisme, comme un reliquat des temps coloniaux, etc. Donc c'est à double tranchant. 0826 300 300, Olivier est avec nous. Olivier, vous vouliez réagir sur ce sujet? Mais j'écoute bien, parce que j'écoute, je fais des comparaisons avec ce que je sais, ce que j'ai appris. Là, on est en train de dire que l'islam, ils vont s'étendre, se faufiler un peu de partout. Mais ça me rappelle le début du christianisme. En réalité, les Romains, ils n'en voulaient pas. Et on faisait des réunions secrètes quand j'écoutais que le catéchisme, on nous racontait, on le voit dans les films, ils font des réunions secrètes, ils se réunissent, ils essayent de s'implanter partout. Donc on arrive au même résultat, mais
Disons qu'à l'époque, c'était une chose. Maintenant, ce qu'on a fait nous, on ne veut pas que ça se reproduise. Et c'est ça qui me fait marrer. J'ai discuté avec j'ai des copains musulmans, bien sûr, et j'avais des ouvriers musulmans. On parlait beaucoup de religion, beaucoup, parce que ça m'intéressait. Et j'en ai un qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit, vous avez eu votre Moyen-Âge, l'Inquisition, la religion très forte qui s'imposait par rapport à la royauté. Et il me dit, nous, on est à notre Moyen-Âge, on essaye de s'imposer partout. Alors, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Puis j'ai dit, mais attends, disons que ce qu'on a fait nous, ça vous a pas servi de leçon. Pourquoi vous faites pas mais je pense que on est dans un système. Surtout, on parlait d'Arabie Saoudite, c'est le berceau de l'islam. Oui. Les gens, ils vont à la Mecque. La Mecque, c'est là-bas, donc c'est le Graal. Moi, tous mes ouvriers sont partis à la Mecque. Bah oui, on imagine bien. Olivier, bougez pas. On a juste une question de Philippe Bilger. Restez avec nous. Dans le micro. La réflexion d'Olivier me fait penser à une argumentation qu'on entend très souvent. Il y a les pessimistes sur l'évolution de l'islam en disant jamais l'islam ne parviendra d'une certaine manière à avoir un rapport pacifié avec la République. C'est pas du tout comme les autres religions, et d'autres au contraire, comme Olivier, si j'ai bien saisi, ils disent il faut attendre au bout d'un certain temps. Quel est votre point de vue là-dessus? Conquête ou pas conquête, en fait? C'est ça le truc. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, les choses vont aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, toute la violence qui s'exprime, l'intégrisme, Daesh, etc., en fait, sont révélateurs d'un islam qui est en crise. La crise doit passer. Et derrière cette crise, parce que c'est une crise au fond de la modernité, c'est un islam qui n'arrive pas à s'adapter à un monde à se réformer, peut-être. À s'adapter, quand je dis adapter, donc forcément, il y a réforme. Parce qu'au 19e siècle, l'islam a connu un mouvement de réforme, mais qui a échoué dans un contexte d'effondrement de l'Empire ottoman, etc. D'où réaction avec l'apparition des frères musulmans. L'islamisme est une réaction, en réalité. Au fond, l'intégrisme, le fondamentalisme islamique et l'islamisme sont des réactions d'un monde musulman aux abois sur le plan civilisationnel. Le monde musulman est en grande difficulté et il réagit avec des anticorps de défense par rapport à une Europe perçue comme athée, matérialiste, etc. Par ces mécanismes donc d'agressivité que sont l'extrémisme, l'intégrisme, etc. Mais au bout du compte, à mon sens, il est évident qu'on va aller vers des choses apaisées. C'est un passage nécessaire, dramatique. Vous y voyez plus une faiblesse qu'une force. Complètement. Complètement. C'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas Malik Bezou d'avoir été avec nous. Essayiste, auteur de France, Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, à lire absolument. Et puis ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Dans un instant, le moment, on dit c'est le pic de l'émission. Le pic. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire que tous les sentiments vont c'est une péninsule. Absolument. Tous les sentiments vont s'entrechoquer. Là, ça va se bagarrer. Là, on va avoir des enfants de 14 ans. C'est le quiz de l'actu. On n'y peut rien, c'est comme ça. Restez dans vos voitures, mais garez-vous, voilà. Sortez de votre bain, voilà. Mettez-vous dans un endroit clos, tranquille. On arrive, bougez pas, tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. Philippe Bilger est avec nous, Emmanuel Dupuis est avec nous, et puis notre ami René Chiche est avec nous. Oui, c'est devenu notre ami après tout ce temps. C'est tout, c'est tout. Ah oui, grand magnat de la presse internationale. Si, bien sûr, vous êtes notre ami. Cécile, elle a le sens de hiérarchie. En tant que lieutenant-colonel, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que après ce quiz de l'actu, l'émission peut s'arrêter. Je le dis tout de suite. On peut déménager, on peut arrêter. En tout cas, le voici, ce quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre nouvel ami, meilleur ami, Olivier de Beaucaire, qui est avec nous. Olivier, vous êtes avec nous ? Oui, bien voilà. sûr. Alors, vous allez devoir jouer contre Philippe Bilger, contre Emmanuel Dupuis ou contre René Chiche. Voilà. Je vais jouer contre Philippe Bilger. Bon, vous voulez jouer contre Philippe Bilger? Oui, non, mais j'ai envie. Allez. Je regarde beaucoup à la télé, je le suis sur Twitter. Allez. Ouais, Donc, allez. Au lieu d'être avec lui, je vais être contre lui. C'est une vedette. Donc, vous allez être avec. Voilà. Alors, je vous le dis, Olivier, il a sa tête de pas content, Olivier. Philippe Bilger, il a sa tête de pas content. Là, j'ai peur. Et là, il a peur, il tremble le carclasse. Même Allez, on y va. s'il y a des kikadis. Ah ben ça, on démarre justement par un kikadi. Kikadi à Yael Braun-Pivet. Je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes un agent provocateur. En plus, je l'ai vu, et je l'ai vu hier. Non.
me rappelle plus du tout. C'est le même camp politique. C'est un homme. C'est un homme. Bompard. Non. Thomas Porte. Non. Thomas Porte. Pas tout de même Corbière. Il Non, est plus non. intelligent que ça. Plus jeune. Plus jeune. Et du nord de la France. Non. Plus vieux. Plus vieux. Pas Hugo. La circonscription à côté. Bernalicis, il a été Il l'a plus rapide. dit, Philippe Bilger. J'en ai fair play. Philippe Bilger était plus rapide, effectivement. Hugo Vous nous avez Bernalicis, aidé, c'est député La France Insoumise. Donc c'est 2 points pour 2 Philippe points pour Bilger. Philippe Bilger. Il fait un gars bien, moi je l'aime bien ce gars. Un autre Kikadi. C'est dur. Kikadi, à l'insoumise Aurélie Trouvé à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il serait possible que les députés de la NUPES ne s'expriment pas au nom des femmes? On les a pas attendus et on n'a pas besoin d'eux. Sandrine Rousseau. Non. Ah non, c'est une réponse à Aurélie Trouvé. Pardon. Député Renaissance. Député femme. Député femme, bien sûr. Quelqu'un qui envoie du bois. Oui, Ah. bonne réponse. Bravo. Aurore Berger, exactement. De partout. On est à 2 La partout. pression est forte sur moi. Allez Emmanuel. Question tacle. Attention. En pleine Assemblée nationale, pourquoi le ministre Olivier Dussopt a-t-il été rappelé à l'ordre par Aurélien Parce qu'il Pradier? jouait, il faisait des mots croisés. Bonne réponse. Parce qu'il faisait des mots croisés, effectivement. Il n'attend même pas. Là. Non, Je suis non. submergé. Il est dans les starting blocks. Alors là, on Il lui a un donne, buzz, il y a un oui, on buzzer. lui donne, mais il a Mais pile à la fin de la question. n'a même pas attendu la Si, si. question. Je vous ai dit, Si, sauna si. ce matin, je me sens en pleine forme. Ouais. Vous revoulez un petit Kikadi. Il faut que je recommence à Allez, un petit tricher. Kikadi. Allez, Re-Kikadi. Attendez, Olivier, ça va? Oui, Voilà. j'écoute. Ouais, très bien. Non, parce qu'on a perdu alerte en l'air mort avec Emmanuel Dupuis. C'est pas où il est. Kikadi numéro 3. Kikadi. Nous avons été élus pour être l'opposition, pas pour être leur larbin. C'est quelqu'un forcément de l'opposition, les gars. Oui, alors là, ça doit être un député Rassemblement National. Et qui parle comme ça, les gars? On n'est pas des larbins. Oh bah c'est pas très loin de Beaucaire. Bon, je limite mal, Mélenchon, mais... il était- Si, bonne réponse, Jean-Luc Mélenchon. Jean- 4 partout. Jean-Luc Mélenchon. Bon, quand je me Mélenchon. trompe. Oh, mais il dit tellement de bêtises que c'est normal. Bah ouais, non mais c'est... Ça fait du 4-4. Allez, ouais, ça fait du 4-4. Et du 4-4, ouais, C'est une voiture ça. qui passe partout. Oui, c'est bon, C'est dur bon. le Kikadi, hein. C'est dur. Ouais, c'est donc, c'est... Allez, question enquête. De quoi le groupe Auchan est-il soupçonné dans l'enquête du journal Le Monde? Je l'ai entendu. ce Bah oui, matin. bah oui. Bah oui. Olivier. Oui, mais je sais pas du tout parce que je l'ai lu il y a 1 heure. Vous avez une bonne mémoire. Voilà, bonne réponse de Philippe Bilger. De contribuer à l'effort de guerre russe. Oui, mais Voilà, merci oui, d'avoir c'est bon, précisé ma pensée. 6-4. Vous Je pouvez, l'ai lu il y a Non, ne 1 heure. discutez pas. vous pouvez égaliser. Attention. Question enquête. Pour Dernière quel question. combat Francis Huster, l'ancien sociétaire de Pour l'Académie... que Molière entre au Panthéon. Bonne réponse. 6 Mais il est comme vous. C'est vrai que j'aurais pu répondre. Eh ben vous voulez le quiz de la semaine dernière, Emmanuel Dupuis? Oui, Peut-être vous que allez vous pourrez me donner, répondre. Cher Olivier, il a perdu Olivier ou il a Non, gagné? 6-6, match nul. Match nul. Mais dans ces cas-là, c'est comme le but à l'extérieur, comme Olivier à Beaucaire joue à l'extérieur, il a gagné, Eh il a ben, c'est battu vous qui avez Philippe gagné, Bilger. Philippe. Là, il va me honnir, Philippe Bilger. Olivier, vous avez gagné. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission dans un instant. Le coup de cœur de Philippe David pour ses 600 salariés de San Marina. Vous savez, on en parle beaucoup dans la presse. Et puis, on reviendra sur, bien entendu, le tour de table de l'actu des vraies voix qui chacun a choisi son actu du jour. Il y a des actus du vendredi, des actus du lundi. C'est moite-moite. Allez, à tout de suite. On est ensemble dans les vraies voix sur Sud Radio en direct jusqu'à 19h. Vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Vous êtes abonné, René Chiche, à la chaîne YouTube. Emmanuel Dupuis, vous êtes abonné. Levez la main droite et dites je le jure. Ok, c'est bon. Philippe Bilger, vous êtes abonné. Je lève la main droite et je ne le jure pas. Voilà. Bon, mais voilà, oui, parce qu'il n'a pas, Vous êtes viré. il n'a pas Internet. Mais il Philippe faudra Bilger, que vous êtes me abonné. Moi, c'est David. Hein. Non, Philippe David, vous êtes Ah oui, abonné? bien sûr, depuis des lustres. Non, d'accord, c'est bien. Je vais venir chez vous. Et vous êtes apparemment. abonné? Absolument. Bah voilà. Moi, je suis pas abonné à Sud Faites Radio, votre je suis abonné à non, si, bien sûr que si, je suis abonné. Il est bête, mais qu'il est bête. Allez, tout de suite, le coup de projecteur, enfin, pas du tout, le coup de projecteur de l'actu, le tour d'actu Sur des vraies lui-même. voix. Ouais.
Non, c'est Et mon coup avant de le cœur. coup de cœur. Ah pardon, excusez-moi, c'est vendredi. Les vraies voix Sud Radio. Ah ben vous étiez là, mon petit Oui, chat, le j'étais- coup de cœur de Philippe Miaou, David. miaou. Pardon. Alors c'est un coup de cœur un peu ému pour les 600 salariés de San Marina qui vont se retrouver au chômage demain soir puisque toutes les boutiques vont fermer ce week-end. Une mauvaise série pour des enseignes de distribution historiques qui ont marqué la vie des Français, puisque Camaïeu a fermé il y a quelques semaines avec 2100 suppressions d'emplois et d'autres enseignes comme Koukaï, Gosport, André ou encore Pimki sont en grande, voire très grande difficulté. On nous dira que c'est la loi du marché, que nous sommes tous, mais je rajouterais, que nous sommes tous responsables, car les ventes sur Internet ont progressé de 14% en 2022 pour frôler les 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, on peut aussi acheter sur Internet, mais je le dis, de préférence dans des enseignes françaises qui payent leurs impôts en France. Et puis c'est tellement plus sympa d'avoir le sourire d'un vendeur ou d'une vendeuse quand on va acheter une paire de chaussures ou une chemise que le clic de sa souris d'ordinateur. Alors je souhaite à ces 600 personnes qui vont se retrouver au chômage de retrouver un emploi le plus rapidement possible. Ouais, parce que c'est bien terrible toutes ces entreprises qui ferment, voilà, c'est terrible. ce maillage Alors, territorial. Je ne veux pas faire de misérabilisme, Non. mais je pense à ces 600 personnes, j'imagine ce qu'est leur vie maintenant. L'angoisse de ne pas retrouver un travail. Alors, dans le lot, il y a probablement des jeunes qui auront moins de mal que d'autres, mais il y a des personnes plus âgées. Souvent, on en parle sans voir à quel point derrière les chiffres, il y a de terribles tragédies. Et n'oublions pas que ce sont des commerces aussi en ruralité. Ce sont des commerces dans les petites villes, dans les petites communes. Ça faisait forcément lien social d'avoir des commerces. Bien sûr, c'est très triste. De toute façon, mais bon, c'est en même temps, c'est malheureusement, je dirais, la loi du marché d'aujourd'hui. Par contre, on peut avoir une pensée positive parce qu'il y a des salariés qui, eux, sont plus heureux. Alors, bien sûr, on a beaucoup de peine pour les gens de San Marina, ce sont ceux de la Redoute. Oui. Qui vont tous recevoir à peu près entre 80 et 100 000 euros parce qu'ils sont actionnaires salariés. Absolument. Mais, donc il y a peut-être des fois des projets qui peuvent donner des choses positives. Et moi aussi, évidemment, je pense à ces familles et notamment aux conséquences de cette fin d'emploi annoncée, mais je pense surtout à notre attractivité économique. Si nous perdons notre ancrage territorial, parce que nos entreprises se situent dans des territoires, après... Moi, je veux bien qu'on rentre dans l'ubérisation, je veux bien qu'on rentre dans la merchandisation et donc le libéralisme forcené. Enfin, c'est pas la tradition française. La tradition française, c'est qu'on a des entreprises qui sont dans des territoires qui permettent de stabiliser les familles pour qu'elles ne quittent pas leur territoire. C'est absolument désolant. Merci en tout cas. Tout de suite, allez, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et dernière ligne droite pour le passage de la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale, et l'ambiance est particulièrement tendue dans l'hémicycle. Oui, est-ce que c'est l'approche de ce mur à minuit? Le Palais Bourbon aura épuisé son temps imparti. La réforme va partir devant le Sénat sans avoir été votée par les députés, sauf énorme surprise. Une Assemblée nationale où les esprits s'échauffent. Donc on ne parle pas que âge légal, annuité, décote ou pension minimale. Non, cet échange, par exemple, on dit long sur la tension générale en marge de l'examen d'un amendement qui portait sur l'égalité femmes-hommes. Tout d'abord, l'écologiste Sandrine Rousseau a attaqué la majorité sur le cas Damien Abad, l'ex-transfuge de LR, qui était devenu ministre brièvement avant d'être accusé de viol. Puisque vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez Monsieur Abad de votre groupe parlementaire. Alors, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Elle est venue de la chef de file des députés macronistes, Aurore Berger, qui n'a pas, mais alors vraiment pas mâché ses mots. Franchement, fallait oser. Madame Rousseau, quand on a essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les magistrats, tout ça pour faire un règlement de compte politique, et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites, on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été condamné pour violence conjugale, franchement, fallait oser le faire. En tout cas, il semble peu probable que l'Assemblée nationale arrive jusqu'à l'article 7 avant minuit. La France insoumise maintient coûte que coûte ses milliers d'amendements, n'en déplaise à ses alliés de la NUPS qui ont retiré les leurs en espérant obliger leurs collègues macronistes à assumer leur position sur les 64 ans. En tout cas, passé minuit, l'Assemblée aura aussi la motion de censure du RN sur laquelle il faudra voter. Motion de censure qui n'a évidemment quasiment aucune chance d'être adoptée. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale a également été malmenée par la France insoumise lors des débats houleux. Oui, tout a commencé quand l'insoumise Alma Dufour
Dufour évoquait la mise à contribution des géants de l'énergie pour le système de retraite. C'est à ce moment-là qu'elle s'en est prise la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Quand on sait que Madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Énergie dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. Alma Dufour qui fait référence à une information du journal Le Monde avant-hier. Le Monde, selon qui Yaël Braun-Pivet aurait omis de déclarer des actions à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sauf qu'il y a eu une petite correction. Il s'agirait de 40 000 € d'actions chez Total et non pas de 40 000 actions. C'est notamment ce qu'a souligné en réponse la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, très agacée. Il y a eu une erreur du site Le Monde. Ils viennent de le corriger. La HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux. Yaël Braun-Pivet également accusée de ne pas savoir cadrer les débats par un député de la France Insoumise qui lui a reproché la tension ambiante. Ah, et dis donc, on attendait un son en fait, vous attendez. Je vous ai pas tout dit, Il y a une espèce de guerre ouverte là, mais c'est-à-dire qu'ils vont tout chercher dans tous les dossiers, là ça fait les poubelles, là ça commence à devenir compliqué, non? Ah oui, c'est vrai que là l'ambiance à l'Assemblée est assez spéciale. Mais bon, alors attendez, en même temps, je vais vous dire quelque chose, moi, ça peut peut-être un peu choquer entre guillemets, c'est que à la limite, je préfère cette Assemblée. Il y a vraiment une ambiance, des débats houleux, que l'ancienne Assemblée où il n'y avait aucun débat, où il n'y avait rien. Alors là, on ne va pas se plaindre qu'aujourd'hui, même si certains sont outranciers, mais ça fait quand même partie du débat parlementaire. Par contre, là, le petit échange entre Yaël Braun-Pivet et la députée, là, ça fait vraiment, c'est pas vrai, ça c'était pas d'un très bon niveau. De toute façon, je retrouve en même temps que la présidente de l'Assemblée n'est pas d'un très bon niveau personnellement. Elle n'aurait pas dû répondre comme ça. D'une autre façon, ça manque. Elle aurait dû plus rentrer dedans, comme on dit dans le sud-ouest pour le rugby. Attendez. Oui, mais sa façon de réagir. Il y a un mensonge, elle répond à un mensonge. Non, mais elle peut rétorquer, mais d'une autre façon dans la forme. Je trouve que là, ça fait c'est pas vrai. Ça ne va pas, je trouve. Ce n'est pas du niveau d'une présidente d'Assemblée nationale. C'est mon opinion. J'ai le droit. Féministe. Si, complètement. Je ne suis pas d'accord avec Moi, j'ai toujours pensé qu'elle n'était pas à niveau, et je l'assume, quand elle présidait la commission des lois. Parce que je pense qu'elle n'est pas faite pour gérer une assemblée qui plus est hostile. Par contre, je suis assez d'accord avec l'idée selon laquelle c'est assez truculent finalement de voir une assemblée qui s'exprime. C'est quand même... On avait perdu cette habitude, mais je rappelle que l'Assemblée nationale, qui a été aseptisée pendant la Cinquième République, doit revenir aux fondamentaux d'une démocratie vivante où les débats se font quelque part. Soit ils se font dans la rue, soit ils se font dans la concertation, ils font dans les deux. Soit ils se font à l'Assemblée. Et je crois que c'est plaisant parce qu'on a des voix fortes, tonitruantes. Maintenant, il faut que ça aboutisse à un compromis. Et c'est là où il y a un petit problème. Eh ben moi je suis très contente qu'une femme soit à l'Assemblée nationale, en tout cas la présidente, et paf. Excusez-moi Cécile, excusez-moi votre honneur. Je n'ai pas dit que je ne suis pas content qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Non, mais je trouve qu'elle n'est pas du niveau. Non, ça n'a rien à voir. Je prends un autre plan que le vôtre. Voilà, c'est tout ce que je dis. Fallait lui dire votre honneur.e en écriture inclusive. Et sinon, elle va mal le prendre. Allez, restez avec nous tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio si vous venez de nous rejoindre. Si vous êtes peut-être sur la route, faites attention sur la route. Si vous êtes parce que c'est les départs en vacances ce soir, mon petit bonhomme Philippe David. Ça va aller du côté des stations de ski pour les Toulousains qui sont en vacances ce soir. Qui ont la chance de partir en vacances. Y aller, ou alors ailleurs. En tout cas, faites attention, c'est important. En tout cas, on a envie de vous retrouver jusqu'au bout des vacances. Vous nous envoyez des photos si vous partez. Et puis si vous travaillez, on vous souhaite bon courage parce que on sait que ce week-end ça va travailler sévère aussi. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, Emmanuel Dupuis est avec nous et tous les trois sont là, ça tombe bien, c'est leur tour de table. C'est tout de suite. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. On vous emmène avec Philippe Bilger à l'Opéra Bastille. Philippe. Oui, j'ai eu la chance hier soir de pouvoir y aller et je ne saurais trop remercier Cécile et Philippe qui m'ont permis d'y aller dans des conditions d'extrême rapidité avec une moto, un conducteur qui m'a fait peur. Mais il était très doué, c'est fabuleux, ces gens qui conduisent entre les voitures à toute vitesse. Et l'opéra est une splendeur, j'aime énormément l'opéra et celui-là en particulier parce que... Lucien de la Marmore, faut le dire. Voilà,
Voilà, absolument, Cécile. C'est le... comment dirais-je, ce sont les sentiments extrêmes dans leur plénitude, la mort, la vengeance, la passion, le ressentiment, avec des musiques magnifiques, des paroles qui sont faciles à comprendre parce qu'elles sont généralement, osons le terme, assez pauvres, mais des chanteurs admirables. Et ça a été formidable, Cécile. C'était la Générale, donc juste avant la première, aujourd'hui, et avant la Générale, vous le savez sans doute, il y a ce qu'on appelle la couturière, où on met à l'épreuve les costumes. Oui, donc ça a été un spectacle magnifique, et il est si magnifique que René est en train de tripoter son portable. Il avait un appel, c'est pour ça qu'il a mis... on appelle le Magda en permanence. C'est vrai c'est bien parce qu'on parle assez peu d'opéra et c'est vrai que on a quand même, pardon de vous le dire, l'Opéra Bastille c'est quand même un endroit sublime. Et il faut inciter une jeune génération à y aller. J'ai voulu mettre un peu de culture. Bah ouais, mais je buvais vos paroles, franchement. Oui, non mais franchement, vous m'avez convaincu. Vous ne connaissez que le cinéma. Non mais pas du tout. Mais convaincu. Je ne vais pas très souvent. Vous avez tellement bu ces paroles, j'ai l'impression que vous l'avez saoulé. Emmanuel Dupuis. Alors ça me donne envie d'y aller, bien évidemment. Moi j'ai beaucoup vécu en Italie et donc je suis un passionné d'opéra. Je ne dis pas que l'opéra italien est le plus accompli au monde, mais enfin néanmoins c'est absolument magnifique et je crois qu'effectivement il faut s'honorer d'avoir en France les meilleurs chefs d'orchestre, les meilleurs orchestres et qu'il y ait une envie très forte avec de très belles salles de concert. Et là je veux rendre hommage aux collectivités territoriales, notamment le département d'Île-de-France, le département de la région Île-de-France et le département des Hauts-de-Seine qui ont beaucoup investi pour que de jeunes compagnies puissent émerger et donc de futurs talents. Moi, je trouve ça génial, j'adore ça. La semaine prochaine, vous nous raconterez une soirée Bunga Bunga, ce sera bien de votre part. Oui. Non, ça c'était d'autant plus qu'elle a été classée. René Chiche, un fiasco total, soyons clairs, la plateforme Salto. Voilà. Donc on rappelle que c'est la plateforme VOD de comme s'appelle de TF1, d'M6 et de France Télévisions qui ferme ses portes. Voilà. Et donc c'est un projet qui malheureusement est mort. Mais moi, dès le début... C'est pas VOD, c'est streaming, pardon. Absolument. Dès le début, j'ai senti que ce projet allait être voué à l'échec. D'abord, il devait être lancé en 2018. Il n'est arrivé qu'en 2020. Il est arrivé en plus après l'explosion, je dirais, Netflix, durant le confinement, et aussi après l'arrivée de Disney+, qui fait un carton. Puis Amazon, et puis tout ça. Mais en plus, les trois actionnaires, TF1, France Télévisions, M6, s'étaient carrément mis un revolver dans la tempe eux-mêmes, puisque eux-mêmes avaient leur propre plateforme gratuite, où on pouvait voir les programmes de TF1, France 2, M6, déjà sur les sites gratuits de ces chaînes. Donc je vois pas en quoi les gens allaient s'abonner à Salto. Il y a quand même 1 million d'abonnés à Salto, mais quand on sait que Netflix est 8 millions, et encore, si on compte les comptes, vous savez, il y a des comptes à plusieurs dans donc on fait 12 millions. Donc ça a été un fiasco pas possible. En plus, on avait annoncé que Salto serait une plateforme à la gloire de la création française et européenne, ce qui n'a pas du tout été le cas. Pas du tout. Voilà, puisque les principaux grands succès de Salto ont été, je crois, Sex and the City et Friends, les retrouvailles. Ouais. Donc ce projet était voué à l'échec. Il est donc mort. Donc il y a 42 personnes qui sont sur le carreau, mais enfin ils ne le sont pas vraiment, puisqu'ils vont être regroupés dans les autres chaînes. Et ça prouve que plein de gens qui ont des abonnements annuels. Pour l'instant, on ne sait pas du tout s'ils vont être remboursés ou pas. D'après ce que j'ai lu aujourd'hui, je pense qu'ils vont être remboursés. Ça, ils vont tenir compte quand même des abonnements. Non, j'étais pas abonné à Salto de toute façon. Et dernière chose, c'est que quand on veut concurrencer Netflix, il faut avoir les moyens. Or, lorsqu'on sait que Salto c'est 135 millions de budget, alors que Netflix c'est genre 3-4 milliards par an. Donc c'était impossible. Et ce qui est dernière chose, ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'on entende beaucoup là la ministre de la Culture et de la Communication sur ce sujet. Elle a beaucoup parlé sur C8 et CNews à propos de la polémique. Mais là, on n'entend pas du tout. Alors c'est un projet qui la concerne vraiment directement. Absolument. Salto, c'est pas cette figure de gymnastique où on tombe par terre. Si, absolument. Salto arrière. Oui, alors évidemment, on aurait espéré une sorte de Netflix à la française. C'était l'ambition au départ. Et c'est vrai que c'est là aussi un manque d'ambition avec la mise en place, il y a quand même déjà près de 20 ans de l'exception
déception culturelle. Il faut qu'on défende. C'est un manque de discernement surtout, les gars. Oui, non, mais c'est un accident industriel, comme on dit, un manque de clairvoyance. Dès le début, ça sentait mauvais. Mais effectivement, l'idée sur laquelle on puisse avoir une vraie plateforme de production de qualité française n'est pas une vaine idée, et il faut la développer, la suivre, parce qu'encore une fois, si nous ne le faisons pas... il faut que ce soit un média indépendant, voilà. avec des investisseurs. Oui, mais en même temps, il faut que l'État, comme ça a été dit, puisse aussi soutenir quelque chose qui, sinon, il faut des moyens capacités, comment vous pouvez imaginer, puisque vous l'avez dit, René, que chacune de ces chaînes avait quelque chose, comment elles espéraient que Salto réussirait? Mais c'est justement toute la débilité du projet, justement. C'est que vous avez à la fois des sites gratuits sur les chaînes, il y avait aussi des sites streaming sur les chaînes, on pouvait payer. Bien sûr. Donc, et on pouvait payer d'ailleurs 3 fois moins cher sur Salto. Vous imaginez bien quand, moi je pense que quand vous avez un scénario qui arrive, qui est extraordinaire et qu'il arrive sur Salto, vous avez plutôt envie de l'avoir sur votre chaîne. Exactement. Donc c'est un serpent à 2 têtes en fait, c'est compliqué. Absolument. Mais bon, écoutez, voilà, en tout cas j'espère que tout le monde va être remboursé. Emmanuel Dupuis, la France peut-elle être acteur et vecteur d'une négociation en Ukraine? On revient sur le discours d'Emmanuel Macron. Absolument, c'est une certaine forme de continuité. Je ne sais pas si c'est un opéra, en tout cas c'est un spectacle auquel s'est livré le président de la République il y a quelques minutes à Munich. C'est un petit peu le rendez-vous annuel des stratégistes au cours duquel les présidents de la République, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major se réunissent à Munich depuis maintenant 58 ans pour donner le là de la manière dont on voit l'évolution du monde. Alors cette année c'est un petit peu particulier, évidemment. Tout nous ramène vers l'Ukraine et tout nous ramène vers ce conflit qui malheureusement va continuer. Le président l'a dit, il y a peu de chances que l'on aboutisse à court terme vers une négociation. Mais enfin, c'est ce que dit l'OTAN aussi. Néanmoins, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le dit également. Mais néanmoins, il faut laisser la perspective, parce qu'il faut bien qu'il y ait cet espoir, d'un moment à un autre, arriver vers une paix juste, en l'occurrence, qui ne soit pas aux dépens des Ukrainiens qui souffrent et qui combattent courageusement depuis maintenant près d'1 an. Alors cette réunion annuelle, on appelle ça la Wehrkunde, en allemand la conférence annuelle de la sécurité, avait une petite particularité cette année, c'est qu'on n'a pas invité tout le monde. Oui. C'est qu'on n'a volontairement pas invité la Russie, on n'a pas invité la Chine, l'Inde n'est pas venue, et évidemment l'Iran n'était pas invité, puisque des activistes, et il faut s'en féliciter, iraniens, étaient là pour montrer qu'il y a une une révolte qui s'est en train de se transformer en révolution. Alors j'ai choisi ce sujet pour plusieurs choses. Premièrement parce que la pensée macronienne, qui était un petit peu complexe, j'utilise cette comparaison à dessein, a été d'une certaine façon simplifiée. La France soutiendra l'Ukraine jusqu'au bout, la France apportera tous les systèmes d'armes dont les Ukrainiens ont besoin, le soutien financier, pour que les Ukrainiens puissent obtenir une paix juste. Deuxième élément, et j'en terminerai ainsi, unité européenne qui, d'une certaine façon, nous appelle aussi à ne pas tomber dans une dépendance militaro-industrielle vis-à-vis des États-Unis. Quelle ne serait pas moi en tout cas, une sorte de grande déception que cette crise en Ukraine nous ramène à une dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, alors que c'est une façon extraordinaire de faire émerger une Europe enfin indépendante sur le plan stratégique et militaire. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. Dans quelques instants, le coup de projecteur, on va revenir sur cette affaire Palmade forcément, qui crée des remous et puis qui fait réfléchir aussi sur la façon dont on peut gérer. Forcément, c'est comment dire, c'est délinquant de la route, c'est voilà, je cherchais le mot. Absolument. Et la Fédération nationale des victimes de la route demande la création d'un délit qui s'appelle homicide routier, qui exige forcément des peines de prison qui soient aussi appliquées. On en parle dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie jamais assez de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Les vraies voix vous en remercient. Philippe Bilger, René Chiche et Emmanuel Dupuis. René Chiche, le grand Maïa Place. Très bien. Voilà, c'est ça qui est bien. Et Emmanuel Dupuis, oui, bien sûr. Et Philippe David, bien entendu, avec vous. Tout de suite, le coup de projecteur.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et cette affaire Palmade, forcément, nous permet d'élargir un peu le sujet, puisque la Fédération nationale des victimes de la route demande la création d'un homicide routier et exige forcément que les peines de prison soient appliquées, Philippe. Oui, selon les chiffres de 2020, en France métropolitaine, dans 2 accidents mortels sur 10, un conducteur est positif aux stupéfiants. Si les effets physiologiques du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy ou de l'héroïne sont différents d'une substance à l'autre, tout diminue la performance de conduite, particulièrement en situation d'urgence. Alors, est-ce que vous voulez qu'on crée un nouveau délit ou vous voulez qu'on modifie simplement la loi en mettant des peines plus dures? Appelez-nous au 0826 300 300. Pour l'instant, vous dites oui, faut-il créer un délit d'homicide routier? Vous dites oui à 75%. Maître Vincent Julet-Parade est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense de victimes de la route. Donc, c'est la demande, en tout cas, de la famille Aliène aussi. C'est la famille, beaucoup de familles aujourd'hui se demandent pourquoi le mot homicide involontaire, dans le cadre d'accidentés de la route et de mort, peut rester en l'état aujourd'hui. Écoutez, je pense que d'abord, c'est qu'il y a une incompréhension des victimes sur cette notion d'homicide involontaire ou de blessure involontaire, qui en fait s'explique juridiquement par le fait que l'auteur d'un accident, même avec de l'alcool et même avec des stupéfiants, ne va pas volontairement chercher l'atteinte. Voilà. Bon. Mais par contre, ce qui est vrai également, et c'est ce qui crée beaucoup de colère chez les victimes, c'est que dans de nombreux dossiers, le responsable de l'accident va tout mettre en œuvre pour que cet accident se produise. Il va boire, il va conduire, il va se droguer. Et donc, derrière le résultat involontaire se cache en réalité une action totalement délibérée de prise de risque. Et donc, c'est la source de la demande de nombreuses familles quelque part qu'on échappe à cette sémantique d'homicide involontaire qui, pour elles, ne reflète pas la réalité de ce qu'elles vivent. Philippe Bilger. Mais maître, est-ce que vous ne croyez pas, et je ne suis pas du tout un spécialiste de cette délinquance routière, que la création d'un nouveau délit est inutile, alors que nous avons, par exemple, pour compléter la prévention dans ce domaine, la mise en danger de la vie d'autrui, qui pourrait utilement se rajouter aux infractions classiques? Alors, si vous voulez, moi, en tant qu'avocat, encore une fois, moi, je suis pas porteur de cette demande. Autant je comprends la demande sur le plan humain, sur le plan philosophique, autant d'un point de vue juridique. D'une part, ça m'apparaît difficile, en effet, d'aller sur le mot homicide simple, parce que on n'est pas dans le cadre d'une volonté d'aller tuer ou d'aller blesser quelqu'un. Et c'est vrai que la mise en danger des vie autrui, si elle était réellement utilisée à son plein potentiel, pourrait répondre à cela. Je pense que le vrai souci, c'est pas, à mon avis, est-ce qu'il faut vraiment créer un nouveau délit? Je n'en suis pas totalement certain. Par contre, il faut absolument qu'on travaille à l'application des délits, des textes qui existent, qui sont encore aujourd'hui appliqués avec trop de largement suffisant. René Chiche. Oui, alors moi je suis plutôt d'accord avec Maître Julet-Parade. Voilà, excusez-moi, Maître Julet-Parade. Moi je trouve que le délit d'homicide routier n'est pas possible juridiquement, parce qu'un homicide de toute façon c'est effectivement un acte volontaire de vouloir tuer quelqu'un. Or, effectivement, il existe l'homicide involontaire. Oui, non, mais là un homicide routier c'est quand même quelque chose qui peut pas, à mon avis, en termes de droit, être possible. C'est mon opinion. C'est qu'on arriverait, à une catégorie, à une infraction qui ne rentrerait dans aucune catégorie, parce que soit vous êtes dans le cas d'une infraction involontaire, c'est-à-dire la recherche involontaire de l'atteinte, soit vous êtes dans le cas d'une infraction volontaire avec la recherche de l'atteinte et du résultat. La seule infraction, à ma connaissance, qui se situe un peu entre les deux, c'est le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais encore une fois, parce qu'à la base, les coups portés sont, eux, volontaires. Mais juste une petite question, maître. Est-ce que ça risquerait pas, en plus, de créer un déséquilibre entre les victimes qui seraient malheureusement décédées et les victimes qui seraient blessées? Dans quel cas? Sûr. Ah, voilà, c'est ça. C'est la question que je me posais. Non, mais tout à fait. Parce qu'en plus, si vous voulez, ça voudrait dire que, parce que bien souvent, le chauffard, le résultat lui échappe. Oui. Si vous voulez. C'est pas de son fait que la personne va mourir ou va rester tétraplégique. Et on aurait du mal à comprendre que le caractère volontaire dissimulé soit reconnu en cas de mort,
et que la victime qui resterait tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours, elle resterait sous la qualification classique de blessure involontaire. Donc en fait, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un débat sémantique, mais que juridiquement, ça ne répond pas à la réalité de ce que l'on peut voir. Voilà. Maître, vous avez rédigé une tribune, où vous parlez de ce procès à Béthune, de cette personne qui a tué sur la route, après multiples condamnations. Oui. Et là, on est quand même à la frontière, quand même, entre le volontaire et l'involontaire. Qu'il a tué une de vos clientes après 30 condamnations pour des délits routiers, on se dit que là, ça fait quand même beaucoup, quoi. Oui, mais si vous voulez, à mon avis, moi, ce qui crée chez moi une véritable colère, c'est pas tant qu'on reste dans la catégorie juridique de l'acte involontaire, c'est que, alors que cet individu avait 34 mentions à son casier, avait tué avec de l'alcool, des stupéfiants, a pris la fuite, a violé son contrôle judiciaire en cours d'instruction, c'est que un tribunal n'est prononcé que la moitié du quantum encouru. Si vous voulez, là encore, depuis maintenant 20 ans que la loi porte à 10 ans en cas d'homicide involontaire avec 2 circonstances au moins, cette loi n'a jamais trouvé une application au maximum de son quantum. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose un jour la question de peut-être que plutôt que d'augmenter les quantums ou de créer de nouvelles infractions, appliquons déjà celles qui existent. Absolument. Voilà. Mais ce qui est dingue, c'est que ces gens aient encore leur permis. Oui. C'est ça qui est fou, en fait. Parce que c'est ça qu'on devrait retirer à vie de quelqu'un qui a multiples... si vous voulez, le drame, c'est que quand vous êtes face à des récidivistes en matière d'alcool ou de stupéfiants, vous vous rendez compte que l'annulation du permis de conduire qui est prononcée, en tout cas en cas d'homicide involontaire quasiment, c'est même systématique, elle n'est pas respectée. Voilà. Et que très souvent, quand vous avez des récidivistes, notamment de l'alcool, se conjugue avec cette infraction le défaut de permis de conduire. Donc on a véritablement une vraie difficulté. Moi, une réflexion que j'aimerais aussi qu'on porte, c'est est-ce que véritablement on peut encore considérer que le système assurantiel, sur le plan civil, doit couvrir les dommages causés par ces personnes. C'est-à-dire que, est-ce que les assurances, comme c'est prévu, ne puissent pas opposer aux victimes l'alcoolémie ou la consommation de stupéfiants de l'auteur d'accident? Il faut absolument que ce soit maintenu. Voilà. Mais il faudrait qu'on favorise le recours des compagnies d'assurance contre ces individus. Ouais. C'est-à-dire qu'on les sanctionne pécuniairement. On ne connaît pas en France la notion de punitive damagement, de dédommagement punitif, mais c'est sans doute une voie de réflexion aussi à avoir. Oui, mais si vous dites aussi, accident de la route qui entraîne la mort, 10 ans de prison, mais ferme, ça peut être aussi dissuasif, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais c'est dissuasif. Parce que c'est une question aussi que les parents des victimes se posent aussi en disant mais pourquoi les peines ne sont pas appliquées? C'est encore une fois, on a l'impression d'avoir systématiquement la même rengaine. Mais ça, oui, mais si vous voulez, c'est toujours l'incompréhension, mais c'est l'incompréhension pour les victimes, c'est l'incompréhension pour leur avocat dont je fais partie. C'est-à-dire que le discours, notamment dans la réquisition du ministère public, je parle sous contrôle de Philippe Bichard, mais très souvent, c'est pour nous dire cet accident est absolument épouvantable, le résultat est dramatique, mais d'un côté, on est face à un résultat qui n'a pas été volontairement recherché et on se sert de ce raisonnement pour avoir des réquisitions au minima de ce qu'on pourrait attendre. Le législateur, quand il pose 10 ans comme maximum encouru pour quelqu'un qui tue avec 2 circonstances aggravantes au moins, il a déjà intégré la notion de l'atteinte involontaire. Et donc je pense qu'un jour, il faudra quand même que la justice fasse son travail en la matière. Emmanuel Dupuis. Oui, alors moi, Corinne, si vous choquez, je suis pas tout à fait pour cette nouvelle juridiction ou cette nouvelle nomenclature pour plusieurs raisons. Ça voudrait dire que une voiture, une moto, un vélo, une trottinette deviendrait une arme. Et d'une certaine façon... C'est le cas. C'est le cas. Par défaut. Par défaut, c'est le cas. Là, pour le coup, ça serait une définition. Dans quelle catégorie est-ce qu'on mettrait une trottinette ? Arme de catégorie D contre une arme de catégorie A pour une voiture. Premier élément. Et puis ce débat me fait presque penser qu'on en oublie l'intentionnalité du caractère volontaire ou involontaire, quel que ce soit sur une route ou ailleurs.
Et que d'une certaine façon, c'est au fait une façon de dériver sur la non-effectivité des peines quand il s'agit d'addiction. Et là, une addiction aux drogues ou des maladies. Après tout, moi qui suis narcoleptique, je peux comprendre qu'il puisse aussi y avoir un danger et que je représente un danger. C'est la raison pour laquelle je ne conduis plus. Donc à un moment ou à un autre, si on rentre dans une nouvelle... Oui, mais vous avez cette conscience aussi, Oui. c'est ça. Le truc, c'est que quand vous prenez la voiture c'est droguée, alcoolisée... C'est justement voilà. pour ça qu'il faut sanctionner plus efficacement ceux qui représentent un danger pour la société, quel que soit l'état dans lequel ils sont, sur la route ou ailleurs. Et c'est, me semble-t-il, prendre le problème de manière trop focalisée et trop figée. Parce qu'après tout, il y a des comportements à risque partout. Alors, encore une fois, on pourrait aussi inventer un homicide de chasse. C'est pas le problème qu'il y ait un homicide de chasse. C'est qu'il y ait une intentionnalité ou non, et que c'est évidemment la pratique ou l'état dans lequel se trouvent les chasseurs qui est responsable. Mais encore une fois, si on catégorise comme ça, on peut aller très loin dans... voilà. Ouais. 0826 300 300, Olivier, vous vouliez réagir. Oui, Olivier. C'est un sujet compliqué. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'avocat. Les peines, alors, j'ai jamais compris la justice. Avant, j'écrivais justice avec un grand J. Maintenant, je mets plus le grand J parce qu'elle n'est pas juste. On donne des peines. On dit, tiens, toi, tu vas faire 15 ans de prison. Et au bout de 5 ans, le gars, il est dehors. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je connais des jeunes, ils trafiquent, donc ils consomment, ils conduisent. Et il dit, mais de toute façon, je me fais attraper, j'ai une amende et au pire, j'ai 2 mois de prison. Donc, ils s'en fichent royalement. Il n'y a pas la sanction, il n'y a plus la peur du gendarme, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas comme aux États-Unis. Là, j'entends le gars, ça fait 30 fois, ils ont des peines cumulables, mais les gars, ils prennent 400 ans de prison, ils n'en sortent jamais. Si demain, et s'il y a longtemps que je le dis, moi, parce que j'ai beaucoup d'amis avocats et juges, on discute souvent ensemble, et j'ai dit, mais tu peux pas faire ça. Mais je lui dis si, parce que tu mets une peine de 5 ans, tu te fais rattraper, tu prends 10 ans, mais 10 ans ferme, et pas comme les gars qui travaillent avec moi, en prison, c'est des vacances. C'est des vacances. Donc, sur la route, moi je conduis, si je bois, je conduis pas. Donc, parce que je sais, j'ai vu des dizaines d'accidents sur la route, j'ai vu des morts. Et tu te dis, des fois pour un verre, tu fais pas attention. Déjà, les téléphones, c'est dangereux. Alors l'alcool et la drogue additionnés, parce que moi j'ai vu des jeunes qui buvaient et qui fumaient en même temps des joints. Mais ils ont les yeux, ils éclairent à 10 mètres et ils font n'importe quoi. Oui, ils font sur les gens, ils disent regarde, il va s'enlever, il va s'enlever. Philippe Bilger. Il faut bien voir, Cécile, et je réponds aussi à notre ami, c'est que il y a des tragédies, parlons de Palma, de celles dont l'avocat est le défenseur, mais il y a une infinité de délits routiers. Et il faut... pardonnez-moi l'expression, les caser dans l'échelle des peines. Et il est évident qu'on ne peut pas mettre pour l'ensemble de ces délits les peines les plus sévères. Deuxième élément, et là je rejoins ce qu'a dit notre ami avocat, et ce que dit Emmanuel aussi, le gros problème, c'est qu'il faut maintenir, il est indiscutable, le caractère involontaire de la délinquance routière, mais ce qui crée le problème, c'est lorsqu'il y a de l'alcool et de la drogue. Oui. Parce que là, naturellement, il y a comme une contradiction et c'est là-dessus qu'on devrait réfléchir. Mais c'est ça le problème, c'est que vous savez que vous avez une perte de contrôle sous alcool et vous le savez quand même. Donc il y a un point de volontaire quand même. À mon avis, il faudrait un jour faire une infraction spécifique pour la conduite sous l'état de l'alcool, de la drogue. Séparer ça des blessures. Il est interdit. Maître, vous seriez, c'est effectivement de faire un cas particulier sous emprise de l'alcool ou de la drogue. Bah écoutez, je pense qu'en fait, quelque part, quand vous êtes en matière criminelle, ce qui compte, c'est la préméditation. Il y a préméditation, il n'y a pas préméditation. En matière routière, on pourrait parler de prédisposition, c'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre pour. Vous savez que vous buvez, vous savez que vous vous droguez, et bah vous allez, alors peut-être le faire 10 fois, ça passera, et la 11e, ça ne passera pas. Et dans ces cas-là, véritablement, il faudrait reconnaître tout le caractère volontaire dans la prise de risque. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure autour de cette infraction, cette circonstance aggravante qui existe, qui est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est-à-dire que c'est en tout caractère de connaissance de cause que délibérément, vous allez faire encourir à autrui un risque de mort ou de blessure. Voilà, mais je pense que
la difficulté juridique autour de la notion d'intentionnalité de la recherche du résultat pose une vraie question de fond. Voilà, c'est pas seulement une question philosophique, c'est aussi une question juridique. Je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence dans le quantum des peines entre l'homicide involontaire, pour lequel on est jugé aujourd'hui dans un tel cas de figure, et l'homicide par imprudence? L'homicide, si vous voulez, l'homicide, c'est la même chose, vu que l'homicide involontaire, c'est, si on reprend l'article 121-6-1, c'est le fait d'avoir causé la mort par négligence, maladresse, imprudence ou manquement à une obligation. Si vous voulez, après, là, c'est donc un homicide involontaire simple, j'ai envie de dire, qui ensuite peut être aggravé avec un quantum de peine doublé si vous avez deux circonstances aggravantes qui peuvent être l'alcool, par exemple, et une vitesse très excessive, ou l'alcool et un délit de fuite. Voilà. Ou stupéfiant et alcool. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut doubler la peine encourue si vous avez ces circonstances aggravantes qui existent. Après, encore une fois, il y a ce que le texte prévoit et il y a l'application qu'on en fait. Et maître, juste une question, l'affaire Palmade peut créer un précédent? Moi, j'espère que l'affaire Palmade va tous nous réveiller. En fait, j'ai envie de vous dire que je trouve que la France réagit avec beaucoup d'émotion et justifiée à ce drame. J'aimerais qu'on réalise un peu que finalement, ça fait la une des médias et tant mieux, mais que ça se passe quand même 15 fois par jour sur nos routes et que jusqu'à la semaine dernière, tout à chacun l'acceptait de manière plus ou moins volontairement. J'aimerais tout ça vraiment que ça nous fasse réfléchir. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des gens tous les jours qui meurent à cause de comportements irresponsables et qu'on en tire les conséquences, d'abord sur la sanction et également accessoirement sur la prise en charge des victimes de la route. Merci beaucoup, en tout cas, maître Vincent Julet, Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on fera le point avec un auditeur qui nous appelle au 0826 300 300 qui veut bien entendu réagir à toutes ces actus dont on a parlé depuis 17h. À tout de suite. Dernière ligne droite des vraies voix de la semaine. Voilà, c'est une toute petite ligne droite. Oui, vous voulez sortir le paquet de Kleenex parce que là on a les larmes aux yeux. Moi je suis contente de vous quitter un petit peu là. Non mais c'est les habitudes, vous savez, c'est les vieux couples, il faut se séparer un peu. Voilà. Sinon on se laisse. C'est bien. Ça fait... Qui s'enfuit déjà. Voilà. Et notre auditeur du soir, on prend la direction du Val d'Oise, c'est Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, donc je vous ai quitté tout à l'heure, j'étais en voiture, donc je ne sais pas si le sujet a été traité dans ce que je vais dire. Sur l'islam, c'est sur quoi vous voulez réagir? C'était notre question. Est-ce que c'est à l'État d'organiser l'islam de France? Alors, devrait-on dans ce cas-là revenir à réformer la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État? C'est déjà une première question. Malgré le discours du président Macron en 2020 qui nous disait « La France n'a pas de problème avec l'islam au quotidien », pourtant, il me semble que si. Maintenant, si c'est une manœuvre pour contrer les fondamentalistes et intégristes hostiles à la République, alors pourquoi pas? Il faut voir si c'est là qu'ils veulent en venir. Après, je vais être aussi un peu plus sévère s'il s'agit également de mieux naviguer dans l'islam et de pallier aux carences de nos services de renseignement, comme ça l'a été, hélas, dans notre triste actualité, c'est encore différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va faire réagir les vraies voix à vos propos. Philippe Bilger. Eh bien, justement, la seconde branche de l'alternative évoquée par notre ami, c'est celle qu'évoquait l'invité tout à l'heure, très remarquable, qui a dit qu'en effet, si ça sert à lutter contre le fondamentalisme, c'est une très bonne chose. Absolument. René Chiche. Oui, c'est ce que je pensais lors de la première intervention avec Malik. Effectivement, si ça peut permettre de contrôler un peu tout ce qui est un petit peu tendancieux par rapport à l'islam ou à l'islamisme, pourquoi pas? Mais voilà. Oui, si ça peut renforcer ceux qui veulent que, après le Moyen-Âge dont on a parlé, puisqu'il y a quand même 632 années de différence entre la religion chrétienne et l'islam, qu'on aille vers une forme de renaissance, voire même une époque de réforme, bien sûr. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Oui, mais est-ce que la loi de la laïcité ne doit pas le faire naturellement tout seul, sans qu'on ait besoin d'intervenir? Je crois que la loi de la laïcité subit quelques exceptions aussi. Le concordat à Mayotte, le concordat en Guyane, et le concordat en Alsace-Lorraine. Donc on peut très bien imaginer
quelques exceptions. Moi, je suis girondin et je pars du principe que c'est pas à l'État de gérer ça, c'est dans l'intelligence collective, aux collectivités locales, aux collectivités territoriales, aux maires, car c'est eux qui sentent quels sont les besoins des populations. Mais c'est pas aux religieux IEX de s'autogérer les uns avec les autres, de se parler. Encore faudrait-il que les maires puissent leur donner des territoires, des terrains, pardon. Encore faudrait-il que l'on ne crée pas une exception de l'islam en France, parce que c'est une vraie différence. Oui. Est-ce qu'on veut faire un islam en France ou favoriser l'islam en France, comme après tout il y a d'autres religions qui sont pratiquées, ou est-ce qu'on veut faire un islam de France? Parce que si on veut faire un islam de France, là ce serait terrible. Parce que là, on serait la cible de ceux qui estimeraient que nous voulions régenter l'islam. Et là, on rentrerait dans une phase de turbulence absolument suicidaire. Ouais. Christophe, moi j'ai un vieux souvenir historique qui me revient, c'est le grand Sanhédrin, je crois, Napoléon Bonaparte, qui a donné l'émancipation aux Juifs de France en leur demandant de respecter un certain nombre de règles qui étaient les règles de la société française. Alors ça, je sais, ça a 220 et quelques années, et 220 ans à peu près, mais est-ce que ce serait peut-être pas une solution à envisager? Je pense que le profil est différent, et puis encore une fois, l'actualité nous montre que c'est très difficile. Je veux dire, la compatibilité entre l'islam et la République française, c'est compliqué. On n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas le même calendrier. C'est compliqué. Moi, j'avoue que c'est compliqué. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et je fais attention justement à ce que je dis. Mais je pense il y a des musulmans qui s'intègrent très bien, et ça se passe très bien, et il n'y a aucun souci quand même. C'est la majorité quand même. C'est vrai, mais bon, ça nous parle au quotidien. Moi, je suis assez méfiant, et puis je me dis, qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse faire le rapprochement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plus positif. Je pense que l'islam, les musulmans doivent se prendre en main. Et comme les protestants, comme les juifs, comme les catholiques, s'autogérer, mettre en place des cultes paisibles. Pourquoi pas? Il n'y a pas effectivement une majorité de musulmans qui sont des fanatiques prêts à aller faire la guerre, le djihad. Donc moi je crois qu'il faut être plus positif dans ce domaine. Je pense que les musulmans. Est-ce que l'islam en France fait assez le ménage? C'est ça le truc. Ah non, alors justement, c'est un autre problème justement, exactement. Pour l'instant, à mon avis c'est le problème. Faire le ménage. Pour l'instant, à mon avis, c'est ça le problème. En plus, je trouve qu'il n'y a pas des leaders, vous savez, moraux de l'islam qui pourraient donner la voie, la voie à suivre, comme ça peut exister chez les protestants, chez les juifs. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas un personnage... Il y a l'imam Chalgoumi, etc. Il y en a quand même plusieurs. Oui, mais celui-là, malheureusement, il est justement très minoritaire, etc. Non, mais c'est une voix qui est détestée par certains. Un patron, c'est ça. Voilà, alors justement... Comme il y a le grand rabbin de France. Voilà, et ça serait bien, pourquoi pas, qu'il y ait un grand imam de France. Bah oui, ça serait bien, ça serait à mon avis, une des pistes. Une figure. Une figure. C'est assez piégeant parce que ça voudrait dire qu'on interprète nous-mêmes ce qu'il n'y a pas dans le Coran. Mais c'est pas à nous de le dire s'il faut un grand imam de France. Non, je ne dis pas que c'est à l'État de dire, c'est à l'islam de se prendre en main et de trouver la solution pour avoir un grand imam de France. C'est pas aux non-musulmans de dire qu'il faut un imana qui n'existe pas dans le Coran, puisqu'il n'y a pas de clergé dans le Coran. Bah oui. Mais justement, l'islam pourrait éventuellement... Exactement, l'islam pourrait se réformer et trouver une solution dans ce domaine, pourquoi pas? Exactement. Merci beaucoup. On va leur redonner des René va être le nouveau mari. Merci beaucoup Christophe de nous avoir appelé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir réagi sur ce sujet qui mérite, en tout cas, qu'on en parle. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir passé cette semaine avec nous. Vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'être passé nous voir. Merci René Cheich. Je vous en prie. Il est un petit peu Cheich. Il est un peu américain. Il est un peu américain. Non mais il est un peu américain. Je suis sûr qu'il aurait été un très bon patron de Playboy. Je sais pas pourquoi. Vous le connaissez bien. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci aux équipes de Sud Radio et merci aux équipes surtout des Vraies Voix. Merci Benoît, merci Aude, merci Aurore, merci Justine. Je peux faire un petit... Oui, allez-y. Merci à mon stagiaire qui m'a suivi pendant toute une semaine. Merci Com d'avoir été avec nous. Qui a écouté avec beaucoup d'attention cette émission. Il a pris plein de notes. Voilà. Alors il s'est ennuyé avec distinction. Pas du tout. En tout cas, on va être en retard. Dans un instant, les vraies voix du sport. Et dans les vraies voix du sport, on va parler du bilan des clubs français en Coupe d'Europe et de la 24e journée de Ligue 1. On sera en compagnie de Thibaut Vézirian, journaliste sportif et patron du site teamfootball.fr. Et on se retrouve nous lundi 17h. À 17h. Salut.